Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Biographie. Biographie, série 19e-20e siècle. Dernière parution. Ouevlet, Jean-Michel, Gaston Bachelard, L'inattendu. Les chemins d'une volonté, 2019. Bonnat, Chantal, Camille Paris. L'aventurier d'Annam, 1885 à 1908, 2018. Beaungray, Daniel, I.M. Grève, un historien russe à travers les révolutions, 1860 à 1941, 2017. SCHNECKENBURGER, Patrick, Joseph Stauffer, l'histoire retrouvée d'un missionnaire alsacien, 1876 à 1952, 2015. Dédicace. À mon arrière-grand-père, Joseph O'Connell, dont j'ai découvert l'histoire dans les archives. Chapitre 1, Voyage à CO accent circonflexe Ndao. Lundi 20 juillet 1998 à 8h30, aéroport de Théa accent circonflexe Nson NHUT. Le gros hélicoptère Mi-17 de construction russe décolle avec 24 passagers en direction de l'archipel Kondao, autrefois Pulo Condor. Nadine et moi sommes les seuls Européens à bord. Tous les autres occupants de l'appareil sont des Vietnamiens, militaires ou fonctionnaires, et d'anciens détenus du régime du Sud-Vietnam en pèlerinage sur les lieux de leur détention, nous l'apprendrons plus tard. Le professeur Tran Viet Ngak nous accompagne dans notre voyage. Universitaire et spécialiste en histoire contemporaine du Vietnam à l'université de Tan Pho Ho Chi Minh, TPHCM, ex-Saigon, où il enseigne, je lui avais été recommandé par Claire Phan Thi Minh Le, lors d'un précédent voyage à Saigon en décembre 1997. Je lui avais fait part de mes recherches et remis des copies de documents d'archives concernant les lettrés du Quang Nam et du Quang Ngai, condamnés et déportés au pénitencier de Pulo Condor en 1908. Très intéressé par mes projets, le professeur m'avait proposé de m'accompagner et me servir de guide à Kondao. Voilà plusieurs années que j'effectue des recherches sur mon arrière-grand-père Joseph O'Connell qui fut administrateur des services civils de l'Indochine et dont je découvris le nom au musée de la guerre de TPHCM, gravé sur une stèle intitulée Dansak Kak Chua Dao, liste des seigneurs des îles, autrement dit, des directeurs du pénitencier de Pulo Condor. C'était en 1993 à l'occasion de mon premier voyage de retour au Vietnam, et j'en avais été très affecté, connaissant la sinistre réputation de ce bagne. Je n'avais que très vaguement entendu parler de cet ancêtre qui était arrivé en Indochine à la fin du XIXe siècle, et dont l'existence n'était que très rarement évoquée dans ma famille, comme si un secret planait sur ce personnage. Aussi, dès mon retour en France, j'entrepris une étude méthodique de tous les dossiers le concernant aux Archives nationales de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, à Nome. En même temps, j'entrepris de rassembler tous les documents familiaux éparpillés entre plusieurs descendants de Joseph O'Connell dans le sud-ouest de la France, notamment dans les Hautes-Pyrénées et dans l'Ariège. Trouver des documents dans la littérature vietnamienne fut un peu plus difficile, et l'aide de Claire Phan Thi Minh Le, auteur sous la direction de Pierre Brocheux d'une thèse de doctorat sur Huan Thu Quang, 1876 à 1947, intitulée « Dans le courant des réformistes du Trung Quy sous la domination coloniale française ». Université Denis Diderot, Paris 7, me fut d'un précieux secours et me permit par la même occasion de connaître l'opinion des Vietnamiens sur mon ancêtre. Huan Thu Quang était un des lettrés de l'Annam emprisonné comme instigateur des révoltes de 1908 contre les lois fiscales de l'administration coloniale. Comme tous les lettrés arrêtés en même temps que lui, et condamnés par la cour de Hué à la strangulation ou à la décapitation, il vit sa peine commuée par les tribunaux français en une déportation au bagne de Pulo Condor. Dans son ouvrage Titu Tum Toai, Mémoire de prison, Quang écrit « J'ai vécu pendant 13 ans au bagne de Pulo Condor, sous 8 directeurs successifs parmi lesquels seuls M. Kudney et M. O'Connell eurent une politique remarquable vis-à-vis des prisonniers. M. Kudney était un personnage austère. Avec lui toutes les affaires devaient être traitées selon la loi, sans parti pris ni influence. Il parlait peu et était de caractère plutôt sombre. Tous ses subordonnés, depuis le gardien-chef jusqu'au gardien Mata, lui témoignaient beaucoup de respect car il ne graciait ni le personnel ni les prisonniers fautifs. Tout devait être conforme au règlement, surtout l'alimentation et les corvées des bagnards,
il était strictement interdit de frapper les bagnards, les fautes devant être légalement sanctionnées. C'est pour ça que tout était en ordre dans la prison, et qu'il y avait plus d'ordre qu'auparavant. Dès son arrivée, M. O'Connell mena une politique libérale vis-à-vis des prisonniers qu'il considérait comme innocents, comme des membres de sa famille ou des gens très chers sous sa direction. Une chose essentielle, c'est qu'au début de l'application de sa politique libérale, tous ses subalternes étaient contre lui, estimant ces réformes dangereuses, mais il était décidé dans son entreprise. Les prisonniers lui avaient attribué une bonne expression, « le chat ne hait pas la souris ». Un mois après sa prise de fonction, ayant passé en revue toutes les activités du bagne, il libéra tous les prisonniers incarcérés pour les faire travailler au dehors. À l'origine, à l'intérieur du bagne il y avait des condamnés à temps et d'autres à perpétuité jusque-là considérés comme dangereux, continuellement enfermés dans leurs cellules, et qui n'avaient qu'une sorte de corvée à savoir casser des pierres dans l'enceinte du bagne. À présent, notre homme avait largement libéré tout le monde. De la même façon, les relégués comme les déportés politiques furent autorisés à vivre librement à l'extérieur pour gagner leur vie. Le premier mois seulement ils reçurent une ration de riz, ensuite ils durent cultiver des champs ou faire du commerce comme des civils. Quant aux autres condamnés à perpétuité, ils travaillaient à part à défricher la montagne pour la transformer en champs cultivables et il n'y avait plus de prisonniers enfermés. Un groupe restait à l'extérieur et un groupe regagnait les cellules le soir. À cette époque à Pulo Condor, on commençait la construction d'un nouveau bagne 2. Le service des travaux publics avait envoyé 60 à 70 maçons. M. O'Connell avait entrepris la construction d'un nouveau marché, donné aux détenus l'autorisation d'y faire du commerce et de créer 2 boutiques à l'entrée du marché, permettant ainsi aux prisonniers politiques d'acheter des articles pour les revendre aux civils. Les prisonniers autorisés à vivre à l'extérieur du bagne cultivaient des légumes, élevaient des volailles, allaient à la pêche et vendaient leurs produits chaque matin au marché. Les boutiques des détenus s'approvisionnaient à Saïgon et faisaient concurrence aux 2 commerçants chinois. À l'origine, il n'y avait que 2 boutiques appartenant à des Chinois. Depuis la création du nouveau marché et des boutiques des détenus, les gardiens, les matas et surtout les bagnards préféraient s'approvisionner chez les politiques et au nouveau marché, ce dernier ressemblant au grand marché du continent. Les boutiques tenues par les grands mandarins faisaient concurrence aux commerçants chinois qui depuis longtemps avaient le monopole, baissant ainsi les bénéfices de ceux-ci. Mais le plus amusant concernait les politiques. La plupart des prisonniers avaient oublié leurs conditions, vraiment insolites pour des bagnards. Cette situation m'a inspiré un poème. Ces mandarins prisonniers étaient extraordinaires. Ils avaient des intérêts, vivaient comme des bourgeois, n'est-ce pas ? Est-ce que quelqu'un demandait l'histoire des prisonniers d'autrefois ? Mais vivre ainsi, c'était avoir trop de liberté. Ce sont des pages comme celle-ci qui m'ont permis d'aborder le professeur Ngak et Claire Minley, et d'obtenir leur aide. Cela m'aurait été probablement impossible si j'avais été un descendant d'Andouar, autre Chua Dao, seigneur des îles. Dans l'hélicoptère qui nous emmène, le bruit des pales et du rotor est assourdissant malgré les écouteurs de protection, et toute conversation est impossible. Nous survolons la ville de Saïgon, d'où émergent les nouveaux gratte-ciel du centre historique, puis la campagne avec ses rizières à l'infini, les méandres intriqués de nombreux cours d'eau, les bras du Mékong avec ses immenses îles cultivées et enfin la mer de Chine. Il faut un peu plus d'1 heure de vol pour atteindre l'archipel Condao, situé à 230 km de Saïgon et à 179 km de Vung Tau, Cap Saint-Jacques, composé de 16 îles pour une superficie totale de 72,28 km², la plus grande, Hong Kong Lone, Grande Condor, occupant à elle seule 51,52 km². C'est sur celle-ci que nous atterrissons, sur l'aéroport de Koh-Oak-San Circonflexe NG, à l'intérieur de la baie du Nord-Est. Il s'agit en fait d'un héliport et les formalités de débarquement sont très rapides. Il n'y a que 2 hôtels dans l'île et une hôtesse de Saïgon touriste en Ao Dai, tunique longue traditionnelle, nous propose le transfert et l'hébergement au prix fort, mais nous n'avons guère le choix. Nous nous entassons à 14 ou 15 passagers dans une Jeep de l'armée, véhicule adapté aux routes locales que de grands travaux de modernisation en cours et que les pluies récentes ont tendance à transformer en bourbiers périlleux. Le jeune chauffeur conduit comme s'il faisait une course automobile,
et nous devons nous accrocher au siège. La route longe la côte et fait le tour de la pointe Mui-Konshim, laissant apercevoir en contrebas une mer transparente et ses récifs de corail. Les îles Ombekan et Onsea à accent circonflexe U semblent alors toutes proches, puis la route regagne la montagne pour déboucher sur un col dominant la ville de Pulo Condor au fond de la Grande Baie de l'Est. La descente est plus périlleuse que la montée, le chauffeur ne ralentissant pas son allure. Le premier vestige rencontré est l'ancien four à chaux où l'on transformait le corail, puis nous longeons la côte et des ruines de maisons de style européen, certaines habitées, des bâtiments dont seuls les murs subsistent. Sur d'anciens plans des années 30, la route du front de mer s'appelait Quai Andoir, du nom du directeur qui en 1918 réprima dans le sang une révolte de bagnards, 72 à 83 morts selon les sources, mais le nombre exact n'est pas connu. Il fut jugé à Saïgon, acquitté et rétabli dans ses fonctions à la tête du bagne. Les bagnards lui vouaient une haine profonde, et n'attendaient que le moment propice pour venger leur mort. En décembre 1919, ayant réussi à subtiliser le pistolet du lieutenant Albert, le boy bagnard de l'officier se présenta à la direction prétextant un message urgent et abattit Andoir dans son bureau. Du temps des Français, plusieurs rues du village de Pulo Condor portaient des noms de surveillants assassinés, Mariadassou, Ojar, Burguet ou encore Massari. Les anciennes demeures de gardiens européens du front de mer ont été rénovées et modernisées, et sont habitées par des fonctionnaires ou des militaires vietnamiens. Certaines ont été transformées en hôtels gérés par Saigon Tourist, sans concurrence d'où les prix exorbitants. Malgré tout, nous arrivons à négocier un rabais avec le réceptionniste qui parle un français sans accent et qui semble ravi d'accueillir des touristes français. L'intérieur de ces résidences a été aménagé avec tout le confort moderne, et la vue sur l'extérieur offre un panorama magnifique sur la baie et les îlots du large. Une de ces résidences est le restaurant, une autre la direction de l'hôtellerie. Toutes sont blanchies à la chaux et construites sur le même modèle, de plain-pied avec une galerie, un jardin et un mur ajouré séparant de la route et de la plage. Le trajet nous a recouverts de poussière rouge et notre première idée sitôt installée est une baignade. Après ce bain de mer, nous partons tous les trois à pied en direction du musée du bagne situé à une centaine de mètres et dans le prolongement du débarcadère. La maison des passagers est à l'entrée du débarcadère. Elle hébergeait autrefois les hôtes de passage. Camille Saint-Saëns y a séjourné et composé un opéra. Une plaque commémorait cet événement, mais il ne reste plus que son emplacement à l'angle d'un mur. À l'entrée du débarcadère Cao Tao 914, un portrait de Ho Chi Minh surplombe un immense portique portant l'inscription Kong Koji Ki Ondo Lap Tudo. Rien n'est plus précieux que l'indépendance et la liberté. En face, l'ancienne direction a été transformée en musée du bagne. L'entrée est encadrée de canons antiques, et dans le parc sont exposés des rails et des restes de wagonnets de la Decoville qui servaient au transport des pierres extraites des carrières. Notre arrivée dérange ce qui semble être une classe en plein air. Sous la véranda du musée, Ko Tan Van, c'est le nom de l'enseignante, est en train de donner un cours d'histoire à une dizaine de jeunes filles. Le gros livre d'anthologie du bagne, Kondao, qui suve à Tulieou, ouvert sur la table. Notre arrivée met un terme à l'exposé et comme le professeur Ngak nous présente, je sens un raidissement de la part de Ko Tan Van à mon égard. Le professeur lui explique que mon ancêtre a été un bon directeur TUTE accent circonflexe, et lui indique les passages consacrés à l'administrateur O'Connell dans le livre qu'elle a dans les mains. Au passage, Ngak lui indique les chapitres qu'il a écrits, sort de sa sacoche des documents et des photocopies d'archives qu'il a l'intention de donner au musée. J'ai la très nette impression que notre interlocutrice ignore tout de cette période d'histoire. Elle hésite quelques instants, mais se reprend rapidement déclarant avec fermeté que le musée est fermé dans la journée, et qu'il nous faudra revenir à la nuit tombée, lorsque le groupe électrogène qui fournit l'éclairage fonctionne. Alors que nous partons, un homme sort du musée et se présente, c'est le sous-directeur du musée de Kondao, un ancien détenu de la période américaine. Il nous serre chaleureusement les mains, et pendant quelques instants son visage jusque-là marqué d'une très grande tristesse semble s'illuminer par notre visite. « Merci d'être venu, merci pour votre démarche », dit-il à mon égard, puis il disparaît. Nous repartons. Ngak est déçu de ne pas avoir été pris en considération. Nous en reparlons encore longuement à table. Ngak dévie sur les philosophes français qu'il a étudiés au lycée,
Rousseau, Voltaire, Sartre puis Marx et Engels ses préférés. La conversation est animée avec Nadine, professeure de philosophie. Je le sens plus détendu avec nous. Il sort même de sa réserve et nous découvrons un compagnon de voyage fort agréable à l'humour surprenant. À la tombée de la nuit, 18h30 sous cette latitude, nous repartons au musée où Khotan Van nous reçoit en Aodai, rayonnante et pleine d'égards. Son attitude est complètement différente de celle du matin. Il est probable qu'elle se soit renseignée sur chacun de nous, et qu'elle ait lu les commentaires concernant mon ancêtre. Ce soir, Khotan Van se propose de nous guider dans la visite du musée, dont l'entrée est ornée d'un portrait stylisé de l'oncle O et d'un poème manuscrit à sa gloire. La première salle contient une maquette en relief de l'archipel et des vitrines résumant l'inventaire de la faune et la flore locale. Il y a là des animaux empaillés. Tortues, iguanes, écureuils, singes, pitons, toutes sortes d'oiseaux et des échantillons de bois précieux, des photos de poissons et de fonds marins, des coraux. Nous passons à la deuxième salle, beaucoup plus lugubre. Au centre, une vitrine avec les tampons officiels de toutes les époques du bagne de 1862 à 1975, des menottes et entraves de cheville, des fouets de toutes sortes dont des cailles d'Uoy que de raies, ainsi que des gourdins que les gardiens utilisaient contre les détenus. Au mur, des photos et des dessins représentent toute la gamme de châtiments corporels, des prisonniers fouettés, matraqués, pendus ou plongés enchaînés dans l'eau. Dans la troisième salle, il y a des portraits de prisonniers célèbres et je reconnais Phan Chau Trinh, Huyen Thu Quang, Ngo Due Cae accent circonflexe pour les anciens du début du siècle, les douanes et bien d'autres qui se sont illustrés dans la lutte pour l'indépendance depuis les années 30. Il y a aussi un grand tableau représentant Vo Tissot, jeune femme de 19 ans, emmenée par des soldats français et africains au poteau d'exécution. La date est précisée, le 22 décembre 1952. Dans une vitrine, des loques et uniformes de prisonniers et sur un mur, des reproductions de poèmes et d'écrits de détenus. La quatrième salle va de l'époque du président Ngo Dinh Diem à 1975 avec des photos de la répression des étudiants, des bons et de tous les opposants au régime. On y voit aussi des soldats américains hilars, exhibant des débris humains déchiquetés ou posant devant des monceaux de cadavres parmi lesquels on reconnaît des vieillards, des femmes et des enfants. Enfin, c'est la libération des prisonniers en 1975 et toutes les cérémonies qui ont suivi le retour sur le continent. Un nombre infime d'anciens détenus s'est établi sur l'île. Ceux qui sont restés sont employés comme fonctionnaires. Toujours dans la quatrième salle, plusieurs maquettes préfigurent les projets de développement touristique envisagés pour l'archipel, avec golf, casino et complexe hôtelier de 350 chambres. À la fin de la visite, Khotan Van me demande de mettre quelques mots sur le livre d'or du musée, ce que je fais en français, mes connaissances en vietnamien ne me permettant pas d'exprimer pleinement mes pensées. Ngak se charge de la traduction et se déclare très ému. La soirée se termine autour de boissons rafraîchissantes, soda dachan, eau gazeuse, glace pilée et jus de citron. Et ce sont les élèves de notre guide qui nous servent, après avoir pilé les glaçons à la petite cuillère et pressé à la main les citrons. Mardi 21 juillet 1998, Khotan Van nous attend à 7h30 au musée pour une visite privée du Bagny. Nous partons à pied par la rue Aujar, parallèle au quai Andouar et à la plage. L'entrée du bagne est à 50 mètres derrière notre résidence. C'est un grand et haut mur noirci par le temps, surmonté d'un mirador qui surplombe la porte métallique d'entrée. Une plaque commémorative apposée à côté de la porte indique qu'il fut construit en 1862 et porta le nom de Bagny jusqu'en 1960, pour devenir Trai Kong Hoa jusqu'en 1973, bagne de la République, et enfin Trai Pho Ai, bagne de la Grande Condor jusqu'en 1975. C'est ce dernier nom qui est resté inscrit sur le fronton d'entrée. Nous pénétrons dans une immense cour ombragée, flanquée de chaque côté d'un long bâtiment recouvert de tuiles rouges et une galerie sur toute la longueur, au fond d'autres constructions blanchies à la chaux. L'ensemble a la forme d'un fer à cheval. Nous nous dirigeons vers l'aile sud située à notre gauche. La guide nous fait entrer dans la première cellule, Cam 6. La porte en bois laisse place à un tambour cylindrique à barreaux métalliques, qui permettait aux gardiens de jeter un œil à l'intérieur sans avoir à y rentrer. C'est une grande pièce sombre allant jusqu'au toit, avec de petites fenêtres closes, sans éclairage autre que la luminosité extérieure s'infiltrant entre le mur et le toit.
Un lit de camp en ciment court tout le long des murs à 60 cm du sol, sur une largeur d'un corps d'adulte. Des mannequins y sont allongés côte à côte, enchevêtrés et enchaînés par les chevilles à une barre de justice. L'effet est saisissant de réalisme, les corps sont décharnés et meurtris, les visages tordus de souffrance, les joues creuses, les yeux exorbités et hagards. Une cellule de ce type était conçue pour une 60aine de prisonniers à raison d'une place de 60 cm chacun, mais il est arrivé qu'on y entasse jusqu'à 140 personnes. Au centre de la pièce, une colonne de briques monte vers la poutre centrale. Les détenus y avaient installé une cachette secrète pour des messages, et même un dictionnaire avec lequel certains apprirent le français. Cette colonne abrite désormais un autel des ancêtres voué aux âmes errantes des condamnés, et un livre d'or que nous signons. À l'extérieur, à côté de la porte, une plaque donne la liste des détenus célèbres qui ont été enfermés dans cette geôle, en particulier Nguyen Duy Trinh, Phan Chau Trinh, Nguyen Thuc Quang et Ngo Duc Ae accent circonflexe. Les autres cellules contiguës sont toutes semblables à la première visitée, mais ne contiennent pas de mannequins. Dans la cam 7 sont passés Pham Nguyen, Lê Duc To, Lê Van Luong et Nguyen Duy Trinh, révolutionnaires marxistes qui ont tous occupé des postes ministériels dès la déclaration d'indépendance. Poursuivant notre visite de l'aile sud, nous découvrons une cellule de haute sécurité Phong Giam Dak Biet dont la plaque commémorative nous apprend que le ministre Pham Van Dong y a séjourné. Dans le prolongement se trouve la cellule du décortiquage du paddy, travail tant redouté par les prisonniers. L'aile nord est identique dans sa conception à l'aile sud que nous venons de parcourir. Cependant, une cellule est particulière, la Phong 3. En plus des entraves et barres de justice habituelles, elle possède sous la toiture un plafond grillagé en fil de fer barbelé aux mailles serrées, installé après que 3 de ses pensionnaires se soient évadés en passant par le toit. Au sommet de l'aile nord, il ne reste plus qu'une cour fermée de hauts murs et d'une porte à barreaux métalliques sur l'emplacement du terrible enclos où les bagnards cassaient des cailloux d'Abda. Lui font suite les cuisines avec ses énormes foyers encore noircis de suie. Entre les ailes nord et sud et dans la concavité du fer à cheval, un bâtiment tout blanc abrite les cachots individuels, sorte de four de 3 mètres de long sur 1,20 mètres de large avec une paillasse pour un détenu qui était en permanence entravé. Lorsque la porte était fermée, il ne voyait le jour que par une petite lucarne sous le plafond et fermée par des barreaux. La chaleur y était étouffante, et le malheureux avait sa punition parfois aggravée par la privation de sel et pour toute boisson, seulement 2 verres d'eau par jour. Au pied de la paillasse de ciment, un orifice était supposé évacuer les urines et matières fécales. Avec la chaleur et le confinement, on a du mal à imaginer l'odeur qui devait régner à l'intérieur de ce cloaque. En avant des cachots et abrités sous un toit, une coquette salle à manger avec table et bancs en pierre, mais tout ceci était réservé aux hôtes de passage et aux officiels qui venaient assister au repas que les bagnards prenaient dans la cour ou sous la véranda, ou à la toilette de ces derniers au grand lavoir et au puits à margelle d'où ils tiraient l'eau. Nous avons suivi notre guide sans trop parler, écoutant les explications que Ngak traduit surtout à l'intention de Nadine qui ne parle pas vietnamien. Il est bientôt 11h30, et Cô Tan Van nous informe de la fin de la visite du bagne I, et qu'elle ne nous fera pas visiter le bagne 2, qui dit-elle n'offre aucun intérêt parce que bâti sur le même modèle et nous donne rendez-vous cet après-midi pour la visite bien plus instructive du bagne 3. À 14h, notre guide accompagné de 3 de ses élèves portant des paquets de baguettes d'encens, vient nous chercher en minibus. Le bagne 3 se trouve à environ 3 km du village. Sa construction remonte à 1925, et en 1940 il s'est enrichi des terribles cages à tigres Chuong Cop Phap dites françaises, mais dont les successeurs vietnamiens et américains ont fait un large usage. Après avoir franchi la porte métallique, nous nous dirigeons tout droit vers les bâtiments des cages à tigres. Il nous faut longer sur toute sa longueur et sa noirceur un mur d'enceinte et franchir une porte étroite, pour déboucher dans une nouvelle cour où sont alignés de longs bâtiments noircis par le temps et couverts de tuiles rouges avec 30 portes sur chaque longueur. L'une de ces portes est ouverte sur une cellule de 3 mètres sur 4 environ, dans laquelle sont enchaînés 5 mannequins féminins. Le plafond de la cellule est fait de barreaux métalliques. On comprend mieux la disposition intérieure de l'ouvrage en accédant à l'étage. Une allée centrale traverse tout le bâtiment sur sa longueur, surplombant de part et d'autre des cages alignées à perte de vue.
On pourrait imaginer une sorte de ménagerie de zoo avec des animaux sauvages ou des fauves. Mais non. Il s'agissait d'êtres humains remplacés maintenant par des mannequins par groupe de 5 ou 6, entravés et faméliques. Dans ce bâtiment, il y a 60 cages à tigres, 30 de chaque côté de l'allée, et il y a plusieurs bâtiments comme celui-ci. Khotan Van nous explique que les gardiens surveillaient les prisonniers par le haut, déambulant le long de l'allée. Ils avaient l'habitude de mater les détenus récalcitrants en les aspergeant de chaux vive et d'eau qu'ils puisaient dans des jarres remplies à cet usage, et disposés tout le long de l'allée, leur occasionnant ainsi des brûlures atroces. À côté du bâtiment que nous venons de visiter, se trouvent les cages de première génération, sans toit, laissant les détenus exposés à toutes les intempéries. Notre visite se poursuit par la découverte des cages à bœufs, les Chuongbo. Il faut reprendre la voiture pour remonter à l'intérieur de la plaine vers la montagne. L'édifice est composé de 2 parties distinctes. Tout d'abord une étable, mais de belle architecture en pierre avec des colonnes, et à 80 mètres plus loin une maisonnette également en pierre, dont l'aspect extérieur semble anodin. En fait, l'intérieur de cette masure n'est qu'un puits profond de plusieurs mètres, dans lequel s'abouche une canalisation venant directement de l'étable. Lorsque le système fonctionnait, le puits était rempli de lisier et on y jetait les détenus, condamnés ainsi à une mort certaine. On ne peut pas survivre dans une fosse à purin. C'était ça les cages à bœufs. Après cette pénible vision, sur la route du retour, nos discussions entre Nadine, Ngak et moi tournent autour de la question: comment des êtres humains ont-ils pu traiter ainsi d'autres êtres humains? Heureusement, un petit détour par le paisible village d'Anhai avec ses rizières et ses cocotiers nous ramène à plus d'humanité. Une pagode que nous visitons est dédiée à Phi Yen, épouse de l'empereur Jialong, exilée par son époux dans cette île après qu'elle lui eut reproché la signature du traité de Versailles avec Louis XVI en 1787, cédant à la France le port de Tourane, les îles Pulo-Condor, ainsi que la liberté du commerce en Cochinchine. Puis traversant un grand marais, nous revenons par le nord-est vers le village de Khon Dao. En contrebas de la route qui mène à l'héliport de Ko au accent circonflexe NG, se trouve le cimetière où sont ensevelis plus de 10 000 bagnards, dont seulement 1984 ont une tombe identifiée et répertoriée. Dominant l'étendue des vallons funéraires, 3 immenses colonnes en béton se dressent dans l'azur pour symboliser la triade qui associe le ciel, la terre et l'homme. Chaque tombe est surmontée d'une petite stèle en briques, peinte en blanc et au sommet tronqué en biseau gravé de l'étoile du drapeau vietnamien, d'un nom ou d'un numéro, souvent aucune inscription. Quelques tombes sont de véritables mausolées, ainsi celle de Nguyen An Ninh, intellectuel et fondateur du journal La Cloche Fêlée, mort des suites de mauvais traitements en 1943. À quelques centaines de mètres, la tombe de Vo Tissot est la plus fleurie. Les jeunes filles ont allumé des brassées d'encens qu'elles nous distribuent, et nous nous éparpillons à travers les monticules pour piquer au hasard devant plusieurs tombes, une baguette fumante et odorante. Sur le chemin du retour, nous passons devant le cimetière européen. À notre demande, la guide fait arrêter le véhicule mais ne nous accompagne pas dans notre visite. Le cimetière est propre et intact avec ses tombes et ses croix blanches alignées. Les plaques d'identité en bronze ont été enlevées et sont conservées au musée pour éviter la tentation de collectionneurs, me dit-on. Certaines tombes ont encore un nom gravé dans la pierre. Phol Jean né le 8-2-1899 à Pelrosani, Roumanie, décédé le 29-7-1948 à Pulo-Condor. Décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Gardien. À côté, la tombe d'une institutrice, plus loin celle d'une autre femme, peut-être l'épouse d'un gardien. Il y a beaucoup de tombes chrétiennes avec des noms vietnamiens. NGAC pense que ce sont des gardiens, Doi, Kai ou Mata. Les jeunes filles nous distribuent de l'encens que nous piquons devant quelques tombes, comme nous l'avons fait au cimetière des Bagnards. Face à l'entrée du cimetière européen, et au fond de l'allée principale, s'élève un monumental mausolée surmonté d'une croix, dont la plaque votive a été enlevée. Je découvrirai le contenu de l'inscription manquante quelques mois plus tard, sur un album de photos ayant appartenu à un soldat de la coloniale en 1934 et en possession de l'historien cinéaste Éric Deroux. Ici reposent les morts non internés de Pulo-Condor. Priez pour eux. Toute cette visite s'est déroulée dans une chaleur suffocante,
et c'est suant et recouvert de poussière ocre que nous retrouvons avec plaisir notre chambre pour une douche. Le soir au repas, Ngak plaisante comme pour faire oublier un peu les visions de la journée. La nuit est calme, le silence est à peine perturbé par les appels des geckos dans les arbres. Mercredi 22 juillet. Le vice-président du comité populaire de Kondao nous a invités à visiter ce matin le chantier du nouveau port de Bendé à accent circonflexe M, de l'autre côté de l'île. À 9h30, il vient nous chercher en véhicule tout-terrain de l'armée. Une fois les présentations faites, il nous fait monter dans la Jeep et s'adressant à moi. Les cages à tigres, c'est du passé, il faut voir l'avenir. Nous prenons la route côtière de la baie de l'Est, en direction du sud. Pour le moment, des travaux d'élargissement rendent la circulation difficile, mais tout sera fini à la fin de l'année 1999. Nous passons la pointe des requins Muisamap, paraît-il infestée de squales, prolongée par 4 îlots. La côte sud est déserte, avec quelques épaves de bateaux de pêche. À l'approche de l'île de Homba, autrefois la Petite Condor, la route s'infléchit à nouveau au nord, et nous arrivons dans une sorte de baie formée par la Grande et la Petite Condor très proches l'une de l'autre, séparées par un étroit chenal au sud qui s'évase progressivement dans la baie de Bendé à accent circonflexe M, appelée autrefois baie du Sud-Ouest. Dans ces eaux profondes et calmes, un nouveau port est en voie d'achèvement, pièce essentielle du développement de l'archipel. En 1915, mon arrière-grand-père avait installé ici des colonies autonomes de bagnards occupées à la pêche à la tortue. Il n'en reste aucun vestige. Au repas de midi, on nous sert un plat raffiné et rare dont l'empereur Bao Dai était friand, nous dit NGAC. Au accent circonflexe c'est Taitung ou oreille d'éléphant. Il s'agit du muscle de troc, un gros bivalve pêché à 20 mètres de profondeur. C'est une espèce protégée, dont la pêche et le commerce sont interdits mais pas ici. À peine avons-nous fini le repas, qu'un gros orage de mousson nous oblige à un repli sous la véranda où nous poursuivons notre conversation, tandis que Ngak nous sert café sur café dont il a fait provision pour le voyage. Au fil des jours, le professeur a perdu ce masque de rigueur qu'il avait au début et se révèle un très agréable compagnon de voyage, cultivé et fin, aimant rire et plaisanter. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit que la pluie cesse, laissant la place à un ciel étoilé magnifique, et tandis que nous déambulons sur la plage à marée basse, des familles se préparent gaiement à la pêche au lamparo sur le récif de corail qu'elles gagnent à pied. Tard dans la soirée, nous pouvons suivre la progression des lumières au large. Dans une caserne voisine, des chœurs de soldats chantent ce qui nous semble être des marches martiales et révolutionnaires. Jeudi 23 juillet. Ngak nous quitte ce matin. La Jeep de Saigon Touriste n'est pas bondée, et emmène notre professeur et d'anciens détenus en pèlerinage jusqu'à l'héliport de Ko accent circonflexe NG pour Vung To. De là, un hydroglisseur fait la navette fluviale avec Saigon. Nadine et moi décidons de profiter des 2 derniers jours pour faire quelques visites supplémentaires. Le bagne 2 est à côté dans la rue Burguet, envahi de mauvaises herbes. L'entrée est surmontée d'une carte du Vietnam et de l'inscription Trai Pho Son, bagne de la Petite Condor. Un panneau indique que sa construction a débuté en 1916. C'est mon ancêtre qui a entrepris les premiers travaux d'édification. La porte métallique n'est pas fermée. La cour et les 2 bâtiments adjacents sont conçus sur le modèle du bagne I, mais en plus petit me semble-t-il. Allongée sur un banc de la guérite d'entrée, une jeune fille me déclare que la visite est interdite, mais m'autorise cependant à prendre des photos depuis l'entrée. En fait, les lieux sont habités, ce que je découvre au téléobjectif. Plusieurs familles habitent et vivent dans les cellules au fond de la cour. Il y a du linge étendu et des femmes en train de cuisiner. Les bâtiments adjacents à la cour semblent fermés et inoccupés. Nous ne verrons rien de plus et repartons sous l'œil vigilant de la jeune fille. Après avoir longé l'ombre du mur d'enceinte dans la ruelle, nous retournons à notre chambre prendre des affaires de plage. La Jeep de retour de Ko accent circonflexe NG ramène de nouveaux visiteurs. Il y a toute une famille dont les plus âgés, nous l'apprendrons plus tard, sont d'anciens maquisards Viet Cong, leurs enfants et petits-enfants. L'un de ceux-ci, un jeune homme de 14 ans, engage la conversation en anglais. Les parents semblent plus réservés. Une autre Jeep débarque de nouveaux arrivants mais d'allure moins sympathique. Ce sont des militaires dont le chef vocifère et hurle des ordres à ses subalternes et au personnel de l'hôtel qui s'empresse de satisfaire sur le champ ses désirs.
Une jeune femme de chambre apporte en courant un paquet de cigarettes, que l'un des hommes a demandé. Elle n'a même pas droit à un remerciement. Ces bruyants personnages occupent maintenant les chambres voisines de la nôtre, et à notre grand regret. Nous oublions tout ce tohu-bohu à la plage, où nous sommes les seuls à profiter de l'eau presque trop chaude. Après le repas, tandis que Nadine se repose dans la chambre, je pousse une petite exploration sur le front de mer en direction du nord vers les villas européennes. Autrefois y logeaient les fonctionnaires et leurs familles, les surveillants, infirmiers, le médecin. Il y avait une poste, des dispensaires, des écoles pour petits et plus grands. Actuellement, outre les villas restaurées en hôtellerie, d'autres maisons sont des bureaux et des demeures de fonctionnaires vietnamiens. Le style colonial a été conservé, et il faut reconnaître que le village a beaucoup de charme. Cependant, à l'extrémité nord, de nombreuses maisons sont en ruine, certaines habitées malgré les toits effondrés. Plus loin, en flânant au-delà du Bagne 3 et de ses extensions, je découvre des villas isolées en ruine aussi, mais de style gentilhommière avec tours ou donjons, comme les maisons bourgeoises des campagnes françaises. Leur présence est incongrue dans ce paysage. Encore plus loin, des habitations ou plutôt des cases de style maison de gardien mata comme les représentent les cartes postales anciennes de Pulo Condor. D'ailleurs, elles sont habitées. Quelques-unes ont un jardin potager ou un poulailler donnant sur la route. Bien au-delà, et complètement envahie par la forêt, la masse d'un four à chaux fait penser à une pyramide maya avec ses escaliers de pierre. On y fabriquait de la chaux à partir du corail. Sur le chemin du retour par la route qui passe devant le cimetière européen, de nombreux bâtiments abandonnés et sans toit sont à peine visibles dans l'épaisse végétation qui a tout envahi. À l'entrée du village, des casernes de l'armée vietnamienne ont pris la place des camps des gardiens mata. Vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez sauf les casernes, les aérodromes et les lieux stratégiques, avait recommandé Ngak. Les sentinelles sont pourtant souriantes et n'hésitent pas à engager la conversation, avec l'accent du Nord. La rue Jean-Simon débouche sur la rue des Bureaux qui mène à la plage en longeant les murs de l'ancienne direction, le musée d'histoire de Con Dao à présent. Les bureaux attenants de la direction ont conservé leurs fonctions, mais les maisons de l'autre côté de la rue sont devenues pour certaines des commerces et même un restaurant dont la spécialité est la viande de chien Kai-Tu. Ce soir, le restaurant de l'hôtel est animé. Il y a la famille des anciens maquisards, en tout 7 ou 8 personnes très discrètes. Par contre, nos militaires font un vacarme épouvantable, leur table est jonchée de bouteilles de bière vides et d'alcool fort. Ce ne sont que hurlements, cris, vociférations et rires tonitruants. Chacun à son tour porte un toast à l'Assemblée en criant en français, 100%, et vide son verre d'un trait sous les encouragements « Yo !» Yo de ses compagnons. L'un d'entre eux s'acharne à vouloir discuter en anglais avec nous, mais il est saoul et ses paroles sont incompréhensibles. Très gêné, les serveurs le ramènent plusieurs fois à sa table en se confondant en excuses à notre égard. Plus tard au milieu de la nuit, cet ivrogne viendra troubler notre sommeil à plusieurs reprises en essayant de forcer notre porte. Vendredi 24 juillet, notre dernière journée avant le retour à Saïgon. Comme tous les matins, nous nous sommes levés de bonne heure et avons nagé avant la toilette et le petit déjeuner. Notre jeune et sympathique voisin engage la conversation. Est-il vrai que vous êtes l'arrière-petit-fils d'un Chua Dao qui était très bon envers les prisonniers ? C'est la guide qui nous l'a dit hier pendant la visite. Je lui confirme les propos de Ko Tan Van, et nous échangeons nos impressions. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit, me dit-il, c'est vraiment horrible. À l'extrémité sud de la baie, une petite colline domine un marécage et une carrière. Sur le sommet, O'Connell avait fait construire une maison qu'il avait baptisée Villa des Alliés, et y avait installé la nouvelle direction. D'après de Mario, elle fut jetée à bas par son successeur, du jour au lendemain par esprit de contradiction, et il faisait allusion à Andoir, omettant Royer comme le font d'ailleurs bon nombre de chroniqueurs. Or, Royer a succédé à O'Connell mais n'est resté que 6 mois comme directeur du pénitencier de Pulo Condor, et il était beaucoup trop respectueux et scrupuleux pour prendre l'initiative d'une telle destruction, alors qu'Andoir n'avait que mépris pour la gestion d'O'Connell et la mansuétude de celui-ci vis-à-vis des détenus, et il ne s'est pas privé d'effacer l'œuvre et tout ce qui pouvait rappeler le directeur déchu. Nous partons à pied à la recherche de quelques vestiges de cette maison. Hélas,
La colline en question est envahie par la forêt et le chemin devient très vite impraticable. Seuls, la carrière et le marais décrits dans les documents d'archives sont encore là, de part et d'autre du monticule. Samedi 25 juillet. Après le petit déjeuner et les adieux des gentils employés de l'hôtel, nous quittons Pulo-Condor avec regret, pour nous retrouver quelques heures plus tard dans les embouteillages et l'agitation bruyante de Saïgon. Quel contraste! Avant notre retour en France, Ngak nous invite chez lui pour un repas familial. Son épouse nous a préparé des spécialités de Hue, ville dont elle-même et son mari sont originaires. Une de leurs filles et leur belle-fille sont aussi présentes. Ngak possède la moitié de la maison. Son jeune frère occupe l'autre moitié et y exerce la médecine. Malgré ses titres et fonctions universitaires, Ngac a un salaire qui n'atteint que la moitié de celui de sa fille, audit commercial dans une entreprise étrangère. Pour vivre décemment, il est aussi journaliste, écrivain, chroniqueur dans plusieurs journaux et publications. Notre voyage commun, 90 ans après le mouvement de révolte des lettrés de l'Annam dont on commémore la mémoire en ce moment, lui donne l'occasion d'un article sur la quête de vérité d'un descendant d'un Chua Dao dont le destin croisa la route de ces fameux mandarins. Ce pèlerinage à Cône Dao sur les traces de mon arrière-grand-père m'inspire plusieurs réflexions. En premier lieu, l'horreur d'un système carcéral inhumain où l'anéantissement de l'individu était le but ultime. En second lieu, j'ai essayé de me mettre dans la peau de mon ancêtre, et reprenant point par point les 28 chefs d'accusation du gouverneur de la Cochinchine, et j'ai la conviction que Joseph O'Connell a agi en homme de cœur, qu'il était bon et généreux. L'attitude du professeur Tran Viet Ngak à mon égard me conforte dans cette idée. Le professeur est marxiste et nationaliste vietnamien. Il ne m'aurait jamais aidé, et ne m'aurait jamais accompagné à Pulo-Condor si mon ancêtre avait été un tortionnaire de détenus vietnamiens. Chapitre 2 de Carical à Poulocondore. Hugues Joseph Eustache O'Connell est né à Carical, l'un des 5 comptoirs français de l'Inde. Timothy, son père, est irlandais et natif du village de Rahan, au bord de la rivière Blackwater à quelques miles à l'est de Mallow dans le comté de Cork. Comme beaucoup de ses compatriotes au milieu du XIXe siècle, Timothy O'Connell est poussé à l'exode par la Grande Famine et émigre en Inde du Sud où il trouve un emploi d'inspecteur de police municipale dans le Tamil Nadu. Après le décès de sa première épouse à Negapatam en 1859, Timothy, alors âgé de 25 ans et père d'une petite Marie, se remarie à Carical en 1860 avec Adélaïde Godard, française de 19 ans, dont la famille est établie depuis 1753 à Pondichéry et dans tous les comptoirs français de l'Inde avec des ascendances multiples, françaises en majorité, mais aussi danoises, portugaises et indiennes. Joseph, c'est son prénom usuel, est né le 16 mars 1864, puis Louis en 1866. Adélaïde vit et demeure à Carical avec ses 2 garçons et Marie, tandis que son époux monte en grade successivement à Otakamund, Trichinopoly puis Ramanad. Timothy est à Kedalore, lorsqu'Adélaïde décède le 17 mars 1868 dans les suites d'un accouchement. Ce sont les grands-parents maternels qui vont recueillir et élever les 2 garçons, leur inculquant ainsi une éducation française. Ce rôle revient plus précisément à Madame Louise Godard, une forte femme au caractère bien affirmé. Timothy se remarie une 3e fois, poursuit toute sa carrière dans la police de district en Inde, puis il prend sa retraite à Mysore et enfin à Madras où il décède en 1909. Quelques lettres permettent de penser qu'il s'est surtout occupé des enfants de son 3e mariage, les seuls qui figurent sur son testament, et qu'il a laissé à la famille Godard toute la charge et l'éducation de ses 2 fils. Joseph obtient le baccalauréat ès-lettres au lycée de Pondichéry, et comme son jeune frère Louis, n'a jamais quitté l'Inde pendant toute sa jeunesse. C'est à partir d'octobre 1885 que l'on peut commencer à suivre la carrière de Joseph O'Connell, lorsqu'il s'embarque avec son frère Louis à destination de Saïgon, muni d'une lettre de recommandation de M. Richaud, maire de Pondichéry à l'attention du général Bégin, gouverneur par intérim de la Cochinchine. Engagé dans l'administration des services civils de l'Indochine, Joseph débute le 28 novembre 1885 au 5e bureau de l'Intérieur avec le grade de commis rédacteur de 2e classe. Quant à Louis, c'est dans la société Hale qu'il entame une carrière dans le négoce et l'import-export.
Après quelques mois passés dans les bureaux de l'administration à Saïgon, O'Connell est envoyé le 21 janvier 1886 à Long Xuyen, promu secrétaire d'arrondissement. Avec de nouvelles responsabilités et une assurance grandissante, il va s'enhardir à plus d'autorité. Les 3 administrateurs qui se succèdent à la direction de cette ville au bord du Mékong délèguent une partie de leur pouvoir au jeune secrétaire qui dès lors prend les décisions administratives et les signe. En janvier 1888, l'arrivée de Bertin Daven à la direction de Long Xuyen marque un changement de pratique. En l'absence de son supérieur, O'Connell a pris de sa propre autorité et comme il en avait l'habitude dans cette circonstance, 3 décisions administratives qu'il a rédigées et signées de sa main. Mais à son retour, Bertin Daven fait arracher la page du registre contenant les décisions prises en son absence, puis les fait recopier sans modification aucune et appose sa signature, faisant valoir son autorité et sa supériorité hiérarchique. Il s'ensuit une brouille entre l'administrateur et son secrétaire, qui va durer 1 mois à un point tel que l'affaire doit être finalement soumise à l'arbitrage du secrétaire général de la Cochinchine. Muté à Saïgon au service de l'immigration, qu'il va occuper jusqu'au début de septembre 1888, il réussit le concours de commis principal de 2e classe, et ne ménageant pas son énergie dans ce service, il étonne son entourage par son activité et sa facilité d'adaptation à la Cochinchine, favorisée il est vrai par son expérience de l'Inde. Parlant couramment l'anglais et le tamoul, il apprend et parle l'annamite sans difficulté. Bien noté par son supérieur, il est nommé secrétaire particulier du directeur du service local de le Cochinchine, puis en décembre revient à la tête du service de l'immigration jusqu'en juillet 1889 avec un congé administratif de 6 mois. Il débarque à Marseille le 18 août pour découvrir la France qu'il ne connaît pas. Puis il se rend à Paris, noue des contacts avec les élus des colonies, mais l'arrivée du climat hivernal le surprend et ne lui réussit guère. Après avoir obtenu un congé supplémentaire de 3 mois, il reprend le bateau à Marseille le 12 janvier 1890 pour Pondichéry. À son retour en Cochinchine en juin, O'Connell est promu au grade d'administrateur stagiaire puis nommé à Sadek, bourgade au bord du Mékong où 5 Européens représentent toute la présence française et l'autorité coloniale. Le poste ne semblant guère convenir à l'administrateur en place, c'est donc O'Connell qui en a la charge et ne se fait pas prier pour assurer cette fonction. L'arrivée de M. Masse à la tête du service va bouleverser ses habitudes, et très vite une animosité s'installe entre les 2 hommes, Masse ne se privant pas de clamer qu'il est le seul maître et que toutes les décisions administratives relèvent de sa compétence à lui seul, et non de celle de son subalterne, comme il aime à le rappeler à O'Connell. Les 2 hommes se détestent et le font savoir. Un soir, à la fin d'un dîner donné à l'inspection où toutes les personnalités locales sont présentes, tandis que le Dauphin est sur le point de prendre congé de son hôte, Masse le prend par le bras et lui dit à voix haute pour être bien entendu de toute l'assemblée. « Faux, restez donc prendre un verre de chartreuse avec moi. » Pour tous les convives présents, il est clair que l'intention de Masse est de faire perdre la face à O'Connell devant tous les notables asiatiques en ne l'invitant pas au digestif. À partir de ce jour, O'Connell décline toutes les manifestations que Masse préside, lequel en retour ne donne plus aucune directive écrite à son adjoint mais oralement et par l'intermédiaire des secrétaires anamites. Pire, il confie à ces derniers les tâches habituellement effectuées par l'administrateur stagiaire. Dès lors, l'administration de Sadek est divisée en 2 parties ennemies, avec d'un côté Masse et le Dauphin, de l'autre côté O'Connell allié aux photos, autres notables. La bourgeoisie locale est divisée, tant du côté européen que du côté asiatique, mais il faut bien constater que la plupart des Européens penchent vers Masse, alors que les tenants d'O'Connell sont plutôt asiatiques et ce dernier en retire quelques victoires. Ainsi, s'appuyant sur une directive de lutte contre les extorsions de fonds par de faux employés, O'Connell fait arrêter et emprisonner l'espion de Masse et les notables favorables au Dauphin. La crise culmine avec un article non signé, paru dans le journal L'Indochine, relatant en détail la situation à Sadek. Pour Masse, il n'y a aucun doute, l'instigateur sinon l'auteur du pamphlet ne peut être qu'O'Connell, certaines précisions ne pouvant être connues que de lui. Le Dauphin en est persuadé aussi. Un jour il confia des réflexions aux photos et dans l'article en question il reconnaît ses confidences et ses propres expressions traduites. Pour le Dauphin,
Le photo a répété ses confidences à son ami O'Connell et ce dernier les a reproduites. C'est dans ce climat de tension que débarque M. Navelle, envoyé de Saïgon par le lieutenant-gouverneur de la Cochinchine. Après avoir entendu les deux protagonistes et les Européens du poste, Navelle a la conviction que l'auteur de l'article anonyme est O'Connell, qui est à l'origine d'une situation que l'enquêteur estime pourrie. Mais le plus grave n'est pas là, constate l'enquêteur, c'est plutôt la familiarité, les relations amicales qu'O'Connell entretient avec les Anamites, surtout avec le photo mais aussi le Kwan et le gardien de la prison. Plus grave encore, on voit souvent ensemble O'Connell et le photo en voiture en ville, se rendant tantôt chez l'un tantôt chez l'autre, situation que Navelle et les Français du poste trouvent scandaleuse et indécente. Pour sortir de l'impasse, l'enquêteur préconise de renouveler complètement l'administration de SADC. Aucune sanction n'est cependant prise à l'encontre d'O'Connell qui, pour la seconde fois, se brouille avec des fonctionnaires français et se crée encore des inimitiés qui vont le poursuivre tout au long de sa carrière. Après un passage au 4e bureau à Saïgon au poste de sous-directeur, il est nommé en juin 1892 à Tay Ninh, proche de la frontière du Cambodge. C'est à Tay Ninh précisément qu'une longue histoire familiale a débuté en 1892, sans interruption jusqu'en 1978, lorsque le gouvernement de la République démocratique du Vietnam contraignit les quelques derniers irréductibles sujets français à partir, et parmi lesquels figurait Daniel O'Connell, forcé de quitter son pays natal. Nommé administrateur adjoint, Joseph O'Connell prend la suite de Meillet et se voit confier la lourde charge de procureur. En effet, depuis la conquête, la place de Tay Ninh a été le siège de nombreuses rébellions, les pirates trouvant facilement refuge dans les forêts, pouvant se cacher au Cambodge ou dans la plaine des Joncs après avoir franchi le Vaiko oriental, ou encore sur la Nuit Baden, la montagne de la Vierge Noire qui surplombe la ville. En 1865, à la tête de plusieurs milliers de rebelles, Pukombo Bonze cambodgien prétendant au trône de Norodom, s'était lancé à l'assaut de la citadelle de Tay Ninh et réussissait à échapper aux colonnes militaires lancées contre lui, après avoir tué le lieutenant-colonel Marchès dont le fort allait porter désormais le nom. En 1866, c'était au tour de l'administrateur Savin de l'Arclose d'être tué par les rebelles pukombistes. L'année suivante, Pukombo tombait dans une embuscade tendue par d'autres rebelles cambodgiens. Fait prisonnier, il fut décapité par ses compatriotes qui craignaient ses pouvoirs supposés surnaturels. Pendant les 9 mois où O'Connell s'occupa du service judiciaire de la province de Tay Ninh, il y eut l'arrestation d'une bande de pirates armés de fusils, dont le chef fut exécuté à Tay Ninh. À côté de ses fonctions administratives, O'Connell s'est lancé pour son propre compte dans l'exploitation d'un domaine agricole qu'il a acquis depuis son arrivée à Tay Ninh. La première acquisition consiste en une parcelle de 10 hectares achetée aux villageois Trong Vani dans le village de Tan Dien, auquel viennent s'ajouter en 1898 une concession du domaine local, et en 1903 le rachat de la concession d'une demoiselle Kerjan, provenant aussi du domaine local. Au début du XXe siècle, la surface de son domaine est estimée à 500 hectares dont 150 sont cultivés. Il y développe un peu de riziculture, des cultures fruitières, principalement des manguiers, orangers, bananiers et aussi des mangoustaniers et des litchis. L'ensemble est jugé en bon état et bien entretenu par la Commission des primes, en 1899. À cela, s'ajoutent des caféiers, 11 000 pieds en 1899 dont 3 000 en rapport, des variétés Arabica et Liberia principalement, bien fumées car le bétail est abondant, et bien entretenu par un Indien qu'O'Connell a fait venir de Mysore pour y introduire le savoir-faire que les Britanniques ont mis au point en Inde. Il s'agit principalement de l'effeuillage qui remplace la taille et provoque le bourgeonnement. Le climat de la Cochinchine se prétend mal à la culture du café, les arbustes sont plantés à l'ombre des arbres fruitiers. Le bétail passionne O'Connell, qui rêve d'améliorer les races locales par des croisements avec des animaux qu'il fait venir d'Inde, d'Australie pour les bovins et les ovins. Il monte aussi un élevage de chevaux pour fournir en animaux de traction, l'entreprise de diligence de Saïgon à Tay Ninh. Malgré les difficultés administratives, il obtient une dérogation exceptionnelle à l'arrêté du 28 octobre 1892 interdisant l'exportation de chevaux du Tonkin et de l'Annam, et importe 19 juments de la province de Kanoa.
Mais cette activité privée ne plaît guère au gouverneur de la Cochinchine Nikolai, qui dans ses observations écrit le 28 décembre 1897. Monsieur O'Connell n'est pas à proprement parler un fonctionnaire dans l'acception du mot. Consacre toutes ses économies et ses soucis à l'élevage de chevaux, de juments, de bœufs, de vaches. Son nom est mêlé chaque année à celui des 8 ou 10 colons qui demandent des subsides sur le crédit annuel de 12 000 piastres, affecté aux primes d'encouragement à l'agriculture. C'est en un mot un fonctionnaire colon. Aux yeux des indigènes et à mes propres yeux, je puis me tromper, ce fonctionnaire déroge à ses devoirs professionnels. Les soucis des intérêts privés sont regrettables, à mon avis, si l'on s'en réfère aux instructions ministérielles qui interdisent aux fonctionnaires de se livrer au commerce, à des entreprises privées. Quant à Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, son point de vue est beaucoup plus indulgent. L'exploitation agricole de M. O'Connell ne semble pas faite dans un but de lucre, du moins lui a-t-elle jusqu'ici beaucoup plus coûté qu'elle ne lui a rapporté. Si M. O'Connell remplit avant tout et à la satisfaction de ses chefs ses devoirs professionnels comme il me le paraît, il n'y a aucun inconvénient à le laisser satisfaire à ses goûts pour l'élevage et l'acclimatation de nouvelles cultures. Si ce n'est pas un des meilleurs, c'est loin d'être un des plus mauvais administrateurs de Cochinchine. À Tai Ninh, O'Connell est promu en juillet 1893 au grade d'administrateur de 4e classe, puis il est nommé à la direction de la province de Kanto. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de Marie Alata, veuve Lévy et mère de 2 jeunes filles. Marie Alata est arrivée à Saïgon en 1875 à l'âge de 13 ans, avec son père Barthélemy Alata, officier de Marine Corse. Mariée à François Lévy, pharmacien de Marine Corse aussi, elle s'installe à demeure en Cochinchine où son époux est employé à la pharmacie Solirène rue Catina. Après la mort de son mari en 1888, Marie est restée dans la colonie avec ses 2 filles Joséphine et Catherine. De son union non officielle avec Joseph O'Connell naît leur premier fils Marcel en 1894. La même année, O'Connell prend la direction du service de l'immigration jusqu'en septembre 1897. Un congé de 14 mois lui permet tout d'abord de s'embarquer le 5 septembre pour l'Inde, avec Marie qu'il présente à son père et à la famille Godard. C'est à cette occasion qu'il engage un Indien spécialiste de la culture du café. C'est là aussi qu'il fait l'acquisition de taureaux géniteurs de race Sindh, pour les croisements qu'il entreprend dans son élevage de bovins de Trafat, au pied de la nuit Baden. De retour à Saïgon le 17 décembre, Joseph O'Connell et Marie Alata se marient le 18, puis regagnent Tai Ninh où l'administrateur colon a bien l'intention de profiter des 10 derniers mois de congé pour satisfaire sa passion de l'élevage et l'agriculture. Mais ces activités agricoles déplaisent à l'administration, et les gouverneurs de la Cochinchine qui se succèdent n'apprécient guère cette pratique et bloquent son avancement dans la carrière malgré ses demandes répétées de promotion. Certains lui sont même franchement hostiles comme Navel, Fourès ou Sandret. Alors que plusieurs de ses collègues administrateurs accèdent avant lui au grade supérieur, O'Connell piétine à la 4e classe depuis juillet 1893. Avec Paul Doumer, gouverneur général de l'Indochine, la situation de Joseph O'Connell prend un jour nouveau, et sur proposition de Picanon, gouverneur de la Cochinchine qui le juge bon fonctionnaire, il est enfin promu administrateur de 3e classe le 1er septembre 1898. O'Connell passe l'année 1898 dans la propriété de Tai Ninh, s'adonne à ses essais de croisement de bovins, et obtient plusieurs prix au concours agricole de Tudomo avec des bestiaux particulièrement remarqués. L'année 1898 voit également la naissance de Daniel, son second fils, et le mariage à Tai Ninh de Joséphine Lévy, sa belle-fille, avec Émile Godard, son neveu de Pondichéry. En 1899, sous l'impulsion de M. Josselme, l'administration fait venir de Ceylan de l'eau de 10 000 graines d'EVA qui sont réparties entre Canavaggio à Touduc, Josselme à Vinantaille, Arcillon à Baria et O'Connell à Tai Ninh. C'est un échec pour les 4 planteurs, seulement 3 400 graines ont germé. Le manque d'expérience, le choix du terrain et de la fumure adéquate en sont responsables. À son retour dans les bureaux de Saïgon, O'Connell est nommé en mai 1900 à la résidence de Soai Rieng au Cambodge, sur proposition de M. Luce, gouverneur de la Cochinchine, dont il a semble-t-il toute la confiance.
Monsieur O'Connell, qui a servi longtemps en Cochinchine, est nouveau venu au Cambodge. Il semble très actif et désireux de bien faire. Pourra rendre de bons services s'il continue, lorsqu'il sera au courant des mœurs de sa nouvelle population. La résidence de Soai Rieng jouxte celle de Tai Ninh de l'autre côté de la frontière, et si cette affectation convient parfaitement à O'Connell, les déplacements de ce dernier vers sa plantation exaspèrent Bouloche, résident supérieur à Phnom Penh, au point qu'il demande en juillet 1901 le déplacement du résident de Soai Rieng qui n'est à ses yeux qu'un colon de Tai Ninh. Plainte est alors déposée auprès du gouverneur de la Cochinchine, dont l'analyse de la situation diffère totalement du point de vue de Bouloche. De l'ensemble des notes données à M. O'Connell depuis 1885, date de son entrée dans l'administration indo-chinoise, il ressort que ce fonctionnaire possède de rares qualités d'intelligence, d'activité et d'énergie. Il s'est depuis quelques années lancé dans la colonisation pour son propre compte, circonstance qui, ajoutée chez lui à une certaine âpreté au gain, l'a peut-être quelquefois porté à négliger les intérêts du service aux dépens des siens propres et l'a fait voir d'un mauvais œil par quelques-uns des chefs sous les ordres desquels il a été placé. C'est pour ce motif que j'avais jugé bon de le dépayser en l'envoyant au Cambodge, où il n'a pas réussi à se faire apprécier du résident supérieur M. Bouloche, qui à la suite de diverses plaintes plus ou moins graves et fondées, a demandé son déplacement. Personnellement, je crois qu'à distance de sa plantation et convenablement surveillé, il peut rendre de grands services dans une province neuve comme le Haut-Donnai, grâce à son activité, à sa connaissance des êtres et des choses indigènes et à son esprit éminemment pratique. Il a l'ambition légitime d'arriver, et fera tous ses efforts pour mériter de l'avancement. En 1901, O'Connell est nommé à Jiring, au climat malsain, prenant la suite d'Ernest Outret. Loin de Tai Ninh et de sa plantation, il n'a plus qu'un seul objectif: l'amélioration et la création de routes praticables permettant de relier Dalat, station d'altitude nouvellement créée et appréciée des Européens pour son climat, et Phan Thiet sur la côte. Au printemps de 1902, l'état de santé de la famille O'Connell est sévèrement altéré par le paludisme et les troubles gastro-intestinaux à répétition, nécessitant des soins médicaux que leur dispensent les médecins de Phan Thiet, Enaf et Rousseau. C'est également sur prescription de ces derniers que l'administrateur et sa famille vont passer un mois de convalescence au Cap Saint-Jacques. De là, O'Connell sollicite un changement d'affectation à l'immigration ou à Baria, poste bientôt vacant. Mais n'ayant obtenu ni la nomination ni l'avancement tant espéré, O'Connell et son épouse reprennent le chemin de Jiring, tandis que leurs enfants sont mis en pension chez les religieuses à Tai Ninh pour quelques mois. Après leur retour, et pour fuir Jiring, Madame O'Connell s'est installée avec ses enfants à Phan Thiet au bord de la mer, au début de l'année 1903. Son mari lui a fait construire une paillote de 3 pièces, entourée d'une véranda et mesurant 20 mètres de long sur 10 de large, avec murs et cloisons en planches et en bambou, charpente de bois, dépendance pour les domestiques. Le tout a été acheminé depuis la montagne à dos d'homme ou dans des charrettes conduites par des dizaines de coolies et de moyes. Si le spectacle des convois a fait sensation à Phan Thiet, il n'est pas du goût du résident boursier Saint-Chaffray, qui dépose plainte contre O'Connell, prié de ramener sa famille dans sa circonscription. En congé à Marseille avec sa famille au cours de l'année 1904, O'Connell est enfin promu administrateur de 2e classe le 25 juillet. Puis en novembre 1905, il prend la direction des provinces de Gokong et de Bac Lieu. Au cours d'une inspection sur un chantier de prisonniers occupé à des travaux de remblai sur la place du marché de Bac Lieu, O'Connell est agressé le 31 juillet 1906 par un condamné qui lui porte un violent coup de houe à la tête, le projetant à terre. Ce n'est que grâce à l'intervention des gardiens que le chef de province échappe à l'acharnement de son agresseur et se relève avec une plaie du front que doit lui suturer le docteur Erdinger, venu en urgence de Sok Chang. Le coupable Lam Van Chuoy, condamné à 18 mois de prison par le tribunal correctionnel de Bac Lieu pour vol, coups et blessures, voulait se venger de M. O'Connell qui le matin même l'avait renvoyé de l'inspection où il travaillait aux cuisines, et remis dans une corvée de prisonniers en raison de son tempérament querelleur. Sitôt rétabli, O'Connell s'est remis au travail et cet épisode lui a certainement valu la sympathie de ses collègues et supérieurs, comme l'attestent ses notes administratives de 1908 sous la plume du lieutenant-gouverneur par intérim Picanon.
Monsieur O'Connell est un fonctionnaire qui n'a pas été très heureux dans sa carrière. Je suis certain qu'il a été souvent injustement jugé et apprécié. Je le connais de longue date, c'est un travailleur, un énergique et un convaincu. Je ne le crois pas cependant très adroit en ce qui le concerne personnellement, car il s'est attiré des inimitiés qui le poursuivent avec acharnement dans sa carrière. L'administration ne saurait s'y arrêter, et doit avant tout se rappeler que M. O'Connell a failli perdre la vie en service, lors d'un attentat dont il a été la victime à Bakliyehou. Elle doit également se rappeler ses efforts et les résultats obtenus par lui tant comme résident de la province du Haut-Donay à Jiring, que comme administrateur de Bakliyehou. Effectivement, les séjours dans les postes réputés malsains et dangereux, en l'occurrence Jiring et Gokong, ont altéré sa santé. L'arrivée du congé dit colonial est donc salutaire. Le 31 mai 1908, la famille O'Connell s'embarque pour Marseille et s'installe pour 7 mois à Sainte-Anne, en pension chez Madame Corneau, propriétaire de la demeure. Le climat méditerranéen ne suffit pas à guérir Joseph d'une anémie pernicieuse, et un congé médical supplémentaire lui est prescrit. Les premiers froids arrivant, c'est à Bougie en Algérie qu'il part en convalescence, toujours suivi de sa famille et son domestique. Mais des nouvelles alarmantes lui arrivent de Madras, en ce mois de février 1909. Son père est très malade et le réclame de toute urgence. Les O'Connell repartent pour la France où les 2 garçons sont mis en pension, et s'embarquent le 28 à Marseille pour l'Extrême-Orient. Laissant à Colombo continuer sur Saïgon avec l'essentiel des bagages, le couple continue vers Pondichéry et enfin Madras. Hélas, ils arrivent trop tard. Timothy le patriarche est mort depuis le 15 février. Sa dernière volonté a été respectée, sa veuve a fait graver sur son tombeau l'épitaphe. Faithful to the last to his dear old Ireland and her ancient and holy faith. Fidèle jusqu'à la fin à sa vieille et chère Irlande et à son ancienne et sainte foi. C'est le dernier voyage de Joseph O'Connell en Inde. Désormais il va se consacrer uniquement à l'Indochine. Le 1er mai 1909, O'Connell prend la direction de la province de Long Chouyen en pleine désorganisation, tous les villages étant aux mains des sociétés secrètes. La plus importante d'entre elles, appelée Ndiaung ou Keoshan, pavillon bleu, est dirigée par Ban Yen, un Chinois qui a été expulsé une première fois de la colonie en décembre 1908 pour entente avec l'officier japonais Sugiyama. Ses principaux lieutenants sont Tam Wang, Chin, Han et Shu, tous chinois. Il y a aussi des chefs anamites. Sa popularité est telle que lors de sa première expulsion des centaines de partisans en pirogue entouraient le bateau dans lequel il avait été embarqué, et lui criaient en se prosternant « Bonne santé et au revoir ». Le 18 novembre 1909, tous les activistes sont arrêtés, les Chinois sont expulsés et leurs lieutenants anamites condamnés à de la prison ferme par le tribunal correctionnel de Long Chouyen. Après avoir purgé leur peine, ils sont rentrés dans leur village et ont repris une vie normale après avoir fait des aveux et prêté serment à la pagode selon la tradition. La seconde société secrète, Ngaoa, dite Keovang, pavillon jaune, est dirigée par Tranengatbang, dit Bandu, commerçant anamite. Ses lieutenants sont les Chinois Banga et Son, ainsi que les anamites Ayan, Senno et Toi. Le chef Bandu est condamné à 6 mois de prison, Son réussit à s'enfuir, An et Toi après avoir purgé leur peine, sont rentrés dans leur village. À côté de ces 2 grandes sociétés rivales, il en existe 3 autres. La Wang Dongoa, composée de voyous et dirigée par Tuvan, ancien cuisinier d'Européens, condamné à 5 ans de prison, la Oachuan dite Keodo, drapeau rouge, dirigée par Tranena Chukwa. Celle-ci est particulièrement surveillée car très militante. La dernière est la Ndia Kuyen, composée presque exclusivement de Chinois. Au mois de juillet 1909, une agression contre une réunion de paysans à la pagode du village de Mayoa est à l'origine d'une instruction judiciaire contre les sociétés secrètes permettant leur dissolution et la condamnation ou l'expulsion de ses chefs. Les affiliés qui ont fait des aveux et qui ont fait serment de se retirer de ces sociétés ne sont ni poursuivis ni punis. C'est ainsi que plus de 5000 affiliés viennent se soumettre à l'administrateur et lui rendre en gage les encensoirs qui représentent le foyer de vie de ces sociétés, voulant par ce geste spectaculaire donner une preuve de leur sincérité. Si le calme est revenu dans la population anamite,
Il en est autrement avec l'élément chinois qui, au dire de l'administration, fait preuve d'une solidarité plus étroite que jamais et a une tendance de plus en plus marquée à transgresser les lois et règlements en vigueur en Indochine. L'inquiétude de l'administration et la découverte de souscriptions dont le montant considérable des sommes est expédié en Chine comme participation à la révolution qui s'y déroule. Après avoir éliminé les sociétés secrètes, le deuxième acte de l'administrateur O'Connell est de restaurer la légitimité du pouvoir dans les 8 cantons et les 60 villages que compte la province de Long Shui-yen. Sa méthode mérite d'être décrite. Lors du renouvellement des conseils de notables, l'administrateur convoque tous les commerçants, tous les propriétaires fonciers, tous les descendants des vieilles familles fondatrices du village. Après les avoir réunis à la pagode communale, il leur explique longuement la situation et s'attarde sur ses causes. Puis, exhortant chacun à faire abstraction de son intérêt personnel au profit de l'intérêt supérieur du village, il demande que soient désignés publiquement devant le génie du village et l'autel des fondateurs, ceux de leurs compatriotes réellement dignes par leur intelligence, leur honnêteté et leur vertu, pour faire partie du conseil des notables. Les descendants des fondateurs du village ont l'honneur de prendre la parole en premier, puis c'est au tour des autres membres convoqués de désigner les personnalités jugées irréprochables pour siéger au conseil. O'Connell ayant exalté l'amour-propre de chaque votant, espère ainsi que chacun tienne à se signaler par le meilleur choix. Puis réunissant devant lui tous ceux qui ont été désignés comme dignes de faire partie du conseil des notables, l'administrateur procède à une discussion contradictoire des services rendus par eux ou leurs ancêtres, de leurs qualités et leurs défauts. Au fur et à mesure des discussions, les plus méritants sont nommés successivement aux divers grades, et O'Connell veille à ce que les fonctions communales ne soient accaparées par les mêmes familles, et comme il ne s'agit pas d'élections mais de consultations publiques, l'administrateur se réserve le droit de réfuter les candidats qu'il juge indignes ou incapables, au cas où ils seraient proposés. Avec ce système, O'Connell a la conviction que les villageois, par fierté et respect des vieilles coutumes, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.